toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence intitulée La professionnalisation de la scène bretonne à l'heure de la mondialisation, qui est animée par Christian Ezekiel, artiste musicien, étudiant-chercheur qui travaille aussi au cours supérieur et qui sera rejoint un petit peu plus tard par Clément Leboeuf, musicien et chanteur. Donc merci d'être là parmi nous et de prendre part à notre programmation culturelle. Et d'ailleurs, notre programmation culturelle sera terminée demain par le concert du Bourg-Baudros, donc un groupe de musique bretonne que vous pourrez retrouver au 4 bis, donc accessible en métro, notamment arrêt Charles de Gaulle. Donc si vous aimez la musique bretonne avec des touches un petit peu modernes et de jazz, on pourra se retrouver tous ensemble demain à cette occasion. Donc la conférence de ce soir va s'attarder à présenter les évolutions de ce qu'on peut appeler la scène bretonne d'un point de vue anthropologique et sociologique. Donc je cède la parole à Christian. Merci. Bonsoir, je ne mets peut-être pas le micro si ça peut être nécessaire, si ça vous va, vous me direz si besoin. Bonsoir à tous, merci d'être venus malgré le temps qui incite plus à aller en terrasse que de voir une conférence. Donc j'ai choisi de l'intituler La professionnalisation de la scène bretonne à l'heure de la mondialisation. Alors on va donc parler de musique bretonne, de professionnels de la musique, mais l'idée est bien de proposer une analyse sociologique, voire anthroposociale, de l'évolution de ce qu'on peut appeler la scène bretonne. Voilà. Alors, avant de rentrer quand même vraiment dans le vif du sujet, je voudrais quand même remercier la promo de Master 2 de Génie, ici présente, de m'avoir invité à vous proposer cette conférence. Donc, merci à tous. Alors, avant de retracer donc rapidement une histoire de ce qu'on appelle, ce qu'on peut considérer sociologiquement, en tout cas la scène bretonne, particulièrement à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, je vais devoir vous parler de moi. Alors, c'est pas uniquement par esprit purement narcissique, enfin, en tout cas pas uniquement, c'est principalement parce que cette présentation s'appuie, au-delà des recherches conceptuelles conduites par des questionnements personnels, aussi sur une expérience personnelle et professionnelle que j'ai pu avoir. Voilà, donc je suis actuellement, donc, Chagall vous l'a dit, coordinateur de l'enseignement de musique traditionnelle au cours supérieur, étudiant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale, et artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète au sein de l'Isotope, qui est un laboratoire de recherche artistique. Voilà. Alors, avant d'arriver là, j'ai passé une dizaine d'années, à peu près, à être musicien à temps plein, tout le temps. Sous le régime de la intermittence du spectacle, donc à faire vraiment partie du milieu professionnel de la scène bretonne, peut-être qu'on peut le définir un peu plus tard. J'en fais toujours à peu près partie, même si mon activité à l'intérieur s'est un peu déplacée de l'intermittence et de métier à temps plein de musicien. Avant ça, avant cette période d'intermittence, j'ai suivi une formation au cours supérieur, et un DEM de musique traditionnelle au Conservatoire de Brest. Et avant cette formation institutionnelle, j'ai commencé en fait dans les milieux associatifs, c'est-à-dire que je faisais partie d'un bagage, pour ceux à qui ça parle, donc c'est vraiment l'enseignement associatif, avec une pratique associative et sociale de la musique traditionnelle. Donc, en fait, avec ces 20 années à peu près, en tout, de présence à l'intérieur de cette scène bretonne, plus ou moins éloignée du noyau du milieu professionnel de cette scène, ça m'a permis de vivre de l'intérieur, d'observer, d'éprouver les changements qui l'ont traversé. Alors ensuite, mes études plutôt sociologiques et historiques m'ont permis d'avoir un point de vue plus extérieur, en tout cas, de comprendre, d'éclairer, d'analyser un peu ce que, en fait, ces années d'enquête ethnographique et anthropologique que je ne savais pas que je menais moi-même. Bref, donc, cette petite introduction est là juste pour vous montrer d'où je parle et que vous compreniez de quelle manière je regarde cette matière, ce qui est en fait un procédé d'écriture tout à fait sociologique. Voilà. Alors, on va maintenant repartir 50 ans tout pile
arrière. Et donc en 1972, très exactement le 28 février 1972, Anna Stevel, qui a déjà une carrière qui commence à être fournie, est invitée par un producteur d'Europe 1 à jouer sur la scène de l'Olympia pour une émission qui s'appelle Musicorama. Voilà, alors pour cette occasion, il commence à sentir qu'il y a un espèce de frémiment, en tout cas quelque chose qui se passe autour de ce qu'il propose artistiquement. Et alors il y avait deux équipes artistiques, une à Paris, une en Bretagne. Et à partir de ce concert-là, en particulier, il décide de réunir les deux et d'avoir une équipe de musiciens constituée de ces deux groupes de musiciens. Et ce concert en particulier va avoir une portée du coup incroyable et une audience vraiment incroyable, puisque plus de 7 millions d'auditeurs vont rendre ce concert à la radio, en plus des 2000 personnes présentes à l'Olympia. Et donc, ce concert en particulier a vraiment ouvert une brèche dans l'imaginaire collectif. Il a permis aux jeunes musiciens bretons de se rêver en musiciens professionnels, ce qui était jusqu'à présent quasiment impossible. En tout cas, de l'imaginer. De se rêver musicien professionnel de musique bretonne, qu'il fasse de la bombarde ou de la guitare électrique, ou bien de la harpe ou du chant. Alors, pour comprendre vraiment ce que ce concert a changé véritablement, il faut revenir un tout petit peu en arrière et voir dans quel contexte il apparaît, au tout début des années 70. Donc, si on remonte encore une dizaine d'années avant, on est dans ce qu'on appelle la vague folk, alors qu'on va appeler plus tard en tout cas la vague folk, c'est-à-dire qui arrive par les États-Unis avec notamment son emblème particulier Bob Dylan. Donc en fait, on retrouve, en tout cas on recherche des chansons dites traditionnelles ou à l'époque plutôt folkloriques. Alors en France, on entend surtout des folk singers, donc des chanteurs qui chantent des chansons américaines, des protestantes en particulier, en s'accompagnant à la guitare sèche, avec une manière de chanter assez particulière, assez américaine. Alors, ces folk singers, notamment, on les retrouve pendant les hootenannies de la Maison américaine de Paris, où se fréquente un certain nombre de jeunes musiciens français, pour certains ethnomusicologues, dont font partie Catherine Berrier et John Wright en particulier. Alors, ils sont particuliers parce qu'ils se sont rencontrés en Irlande, et en fait, ils sont très intéressés par ce principe des hootenannies qui sont en fait des scènes ouvertes, et qui n'existe pas en France. Le concept est absolument inconnu en France, à part à la Maison américaine de Paris. Et donc, ça les intéresse de pouvoir proposer ce genre de scène ouverte en les croisant avec les sessions des peuples irlandais et anglo-saxons qu'ils ont pu voir autrement. Et du coup, ils créent carrément le Bourdon, en fait, qui est le premier folk club français, c'est-à-dire qui permet à des musiciens travaillant sur la matière folklorique, comme disait à l'époque traditionnelle de France, d'avoir une scène ouverte et de pouvoir jouer quasiment toutes les semaines à Paris. Dans ce groupe donc, de musiciens, d'une quinzaine de personnes à peu près qui créent le Bourdon, on va retrouver donc, outre Catherine Berrier et John Wright, Yvon Bilger et un certain Alain Cochevelou. D'autres connaissent. Alors, dans ces premières années d'existence du Bourdon, il y a plusieurs groupes qui vont se monter, dont deux particulièrement importants pour la musique traditionnelle en France, qui sont Mélusine et Mélicorne.
Mélusine, et donc à peu près à la même époque, c'est le tout début de Malicorne. L'objectif de ces deux groupes est commun, c'est-à-dire faire connaître et réarranger la musique folklorique, la musique traditionnelle de France. Leur démarche est relativement similaire. Par contre, même si au début leur esthétique est assez proche, elles vont se séparer très très vite. Alors si vous interrompez, c'est pas prévu, mais en fait, Mélusine va rester plutôt sur une approche assez folk, acoustique en tout cas, de cette vision de la musique qui était plutôt plébiscitée par les musiciens du Bourbon en particulier. Donc le milieu de la musique folklorique en France à l'époque cherchait plutôt cette forme d'authenticité d'acoustique qui nécessitait très peu de matériel, voire pas de matériel du tout. Au contraire de Malicorne, en fait, qui va très vite aller vers des instruments plus modernes. Enfin, par exemple, dès qu'un nouveau synthé va sortir, ils vont l'acheter, essayer de jouer avec et en faire des morceaux avec. Alors, on voit bien, je disais, la démarche similaire, l'objectif aussi. Par contre, esthétiquement, ça va très vite se différencier. Mais ça, c'est plus tard, c'est après 72, donc on y reviendra si vous voulez. Pas tout à fait le sujet. Alors, si on revient un peu plus proche de nous et donc en Bretagne, il y a à la même époque, à peu près, il y a un groupe qui se forme très vite, qui s'appelle le Triangle en Indé à l'époque. Donc c'est le fameux Triangle en fait. Alors peut-être que vous connaissez leurs récents albums qui a une couleur assez pop en fait, assez pop rock même. À l'époque, c'est pas tout à fait le cas. Voilà, voici pourquoi donc leur premier album qui a été qui a été enregistré à l'été 72. Donc après le concert de Steve à l'Olympique. Voilà, donc tout ça, vous l'avez noté, reste très proche de l'acoustique folk dont on parlait tout à l'heure, qui vient des États-Unis plutôt. Donc c'est vraiment dans le même esprit. Là, on sent vraiment les guitares sèches, etc. Alors, toujours en Bretagne, un peu plus à l'ouest, à Brest notamment, vous avez Guy Tudy, les frères Képélian qui ont le groupe Andriskel, Jean-Luc Lemoyne, Anne Lévise, etc. s'essayent à ce qu'ils appellent du folk son breton. Donc ils essaient de réarranger, alors dans le même esprit en tout cas que Mélusine, Malicorne et Triangle, essaient de réarranger la musique folklorique pour la remettre au goût du jour, la réactualiser. Sauf qu'eux, ils le font en utilisant
la théorie de la musique tonale, donc en utilisant des arrangements très sophistiqués, collés sur des mélodies très traditionnelles qu'on trouve dans des livres de collectage. Alors, ça ne va pas très bien marcher, puisque à cette époque-là, le public est plutôt en recherche de simplicité et d'expression artistique plutôt directe. D'ailleurs, alors pourtant ils ont vraiment essayé. Guy Tudy, par exemple, était, en tout cas, avait l'espoir de fonder l'école de la guitare celtique, telle qu'il l'appelait lui-même, il avait vraiment travaillé une manière de jouer tout à fait différente. Pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Guy Tudy. Voilà. Ça va très bien. Alors, par contre, on peut considérer ça comme une forme de tentative de légitimation de cette musique folklorique, c'est-à-dire que dans les années 60, ça reste assez marginal, à part Bob Dylan, Singer, etc. En ce qui concerne la musique française et bretonne en particulier, c'est pas forcément très bien vu. Donc, c'est des musiciens qui viennent de villes culturelles bretonnes, en tout cas, qui ont suivi une formation en conservatoire, d'écriture musicale, etc., vont essayer, en passant les chansons traditionnelles dans cette moulinette d'écriture tonale, en gros, de légitimer cette musique et de la ramener sur le devant de la scène. Ça ne va pas forcément très bien marcher, puisque en faisant ça, ils occultent complètement le contexte de pratique de ces chansons traditionnelles. Ils ne le considèrent même pas. Alors, ce qu'on va voir arriver à partir de ce moment-là, alors juste après, ou en tout cas en même temps, c'est en fait le rock. Le rock dans sa dimension sociale, identitaire et revendicatrice, puis musicale ensuite. Alors, dans cette vague plutôt rock, en tout cas d'énergie brute, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au public qui recherche une expression artistique directe et plus énergique, on voit arriver les Diaolé d'Arménez dans le centre-Bretagne, qui sont un groupe vraiment de festo, uniquement de musique à danser, de danse de Bretagne. Alors, on peut écouter. L'harmonie tonale très écrite, très recherchée, on est plutôt dans la recherche de l'énergie brute, du gros son. Alors malgré ça, ça reste quand même très acoustique sur la guitare et la guitare sèche, il y a de l'accordéon, il bombarde certes beaucoup du chant, mais ça reste relativement acoustique. Pourtant, les guitares électriques sont arrivées en Bretagne dès 1962, les premières sont arrivées à Gourin d'ailleurs, magasin de musique, directement des États-Unis, 1962, donc c'est quelques années avant la création des Diaolé d'Arménez, mais ils ne sont toujours pas arrivés dans la musique
musique traditionnelle. Donc, là, on vient de faire le tour, globalement, de ce qu'était la musique traditionnelle, la musique folklorique en France, et particulièrement en Bretagne, à la fin des années 60 et au début des années 70. Et là-dessus, du coup, vous avez Alan Stivell qui arrive à l'Olympia, à Paris, à la radio, avec, par exemple, ça. Bon, ça va. Voilà, donc, vous imaginez un peu le choc, c'est-à-dire que même les groupes de musique bretonne rock n'avaient pas osé aller jusqu'à mettre de la guitare électrique dans le groupe. Et là, les airs sont quasiment les mêmes, vous jouez à peu près de la même façon, mais par contre, le son et l'énergie sont vraiment différents. C'est vraiment très très différent de ce qu'on a pu entendre avant. Donc vous remarquez aussi que le succès d'Alan Stivell est autant dû à lui-même qu'à ses musiciens, notamment dans un brass en particulier. Pas uniquement, mais voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il a rassemblé ces deux équipes, donc l'équipe de Bretagne qui comprenait entre autres dans un brass, et l'équipe parisienne, avec notamment Gabriel Yacoub, qui est le violoniste et chanteur de Malicorne aussi. Voilà. Donc, dans un brass, je disais, relativement important puisque déjà il fait de la guitare électrique, ce qui n'est pas commun, et surtout il ne vient pas du tout de cette musique celtique. Lui il vient vraiment du blues, du rock. C'est comme ça qu'il a commencé, qu'il joue de la guitare, et il a rencontré Alan Stivell par hasard quand il travaillait comme serveur dans une galerie. Et il a fini par jouer avec lui, et donc voilà, l'Olympia c'était je crois son deuxième ou troisième concert seulement avec enfin à Paris en tout cas avec Alan Stivell. Avant il jouait uniquement en Bretagne sur des festivals, etc. Donc, je le disais, le succès est fait par ses musiciens, notamment dans le brass, par le son qu'ils apportent à sa musique. Donc, l'électrification, il avait commencé Alan Stivell en électrifiant sa harpe un tout petit peu avant, là il va encore plus loin. Et surtout, donc, je parlais de la tentative de légitimation tout à l'heure par les musiciens de l'élite culturelle, en gros, qui ont suivi l'éducation musicale tonale et qui ont essayé par les arrangements de légitimer cette musique populaire. En fait, la légitimation, elle va venir par le peuple lui-même. C'est-à-dire que dans la brass qui fait de la guitare électrique, donc du rock, du blues, qui est de la musique populaire aussi, va venir légitimer l'écriture, voilà, l'écriture musicale d'Alan Stivell, plutôt réfléchie, pensée, tonale. Donc c'est la rencontre de ces deux mondes, en fait, de l'élite culturelle dont est issu Alan Stivell notamment, et du son, de l'énergie de la musique du peuple qui est, alors, en l'occurrence, qui est
Steeple aura été en fait de savoir dompter cette énergie rock et ce son de... On en aura aussi beaucoup, mais les autres musiciens aussi en particulier, en gardant vraiment une exigence et une précision dans l'écriture et dans l'arrangement de ces morceaux qui ont permis cette reconnaissance du public et des institutions. Alors on est aussi à une période où la musique dont je parlais du rock tout à l'heure change un peu de statut, c'est-à-dire que les accès à différents types de musique sont beaucoup plus faciles, notamment avec les radios libres, etc. Donc on a accès à beaucoup plus de musiques différentes, et du coup la musique devient un vecteur de revendication sociale et identitaire aussi. Donc, alors, là en l'occurrence, je parlais du rock, mais qui apparaît, du coup, cette vague rock va apparaître dans les années 70, après mai 68, après les illusions du coup, des jeunes de mai 68 qui rêvaient d'autres vies, d'autres manières de vivre, en tout cas qui vont se cogner fort contre la réalité sociale et politique du pays et qui du coup vont utiliser entre autres la musique et la culture pour exorciser un peu ces rancœurs de rêve brisés. Voilà. Alors, au passage, vous noterez le glissement de la musique folklorique vers la musique celtique, en tout cas en ce qui concerne la Bretagne. En fait, le terme commence à apparaître dans les années 50-60, mais par-ci par-là, il est vraiment popularisé et légitimé avec Alan Steeple, notamment parce que quand il recrée cette harpe avec son père, il l'appelle la harpe celtique. Voilà, donc, il définit sa musique à lui comme étant de la musique celtique, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et à la même époque, à peu près, le festival des cornemuses de Brest se délocalise à Lorient et se nomme le Festival interceltique de Lorient, qui a dû fêter ses 50 ans en 2020. Il aurait dû fêter ses 50 ans en 2020. La première édition du Festival interceltique apparaît en 1970. Voilà. Alors, je parle depuis tout à l'heure de la scène bretonne. On va faire une petite pause dans l'histoire et arriver sur une partie un peu plus sociologique, c'est-à-dire définir la notion de scène en sociologie. C'est un concept qui a été développé notamment par Jérôme Guibert, qui a beaucoup travaillé sur les scènes métal en France, notamment au Pays de la Loire, autour de nous. Alors lui, il définit la scène comme étant tout l'écosystème qui permet à un milieu musical de vivre. C'est-à-dire, il considère à l'intérieur les artistes professionnels, les artistes amateurs, les institutions, les organisateurs, le public, etc. Donc tous ces gens-là et leurs interdépendances. C'est-à-dire que si on enlève l'un de ces acteurs, la scène, en tout cas le milieu musical, ne peut plus vivre correctement. Donc on peut définir la scène comme étant un éco-ethnosystème, c'est-à-dire un écosystème social, économique, distinctif, qui est centré sur lui-même et qui fonctionne en autonomie, indépendamment d'autres scènes ou d'autres systèmes qui fonctionnent à côté. Pour autant, même s'il est autonome, il est forcément ouvert sur le reste, parce que ça ne fonctionne pas, les musiciens en tout cas ne vivent pas dans une bulle. Elle peut exister ne serait-ce que le temps d'une soirée, autour d'un festival ou d'un concert en particulier. Elle peut aussi durer une décennie ou plusieurs. Elle peut apparaître un peu de nulle part, comme voilà, il se passe, il y a une certaine forme de synergie qui se met en place et on a la création d'une scène. Ça peut aussi être le fruit d'années de réflexion, de création, d'imagination, d'invention, d'évolution, qui permettent l'éclosion et la vie de cette scène. Voilà. Alors, si on revient un peu à ce déroulé historique, Alan Steeple, avec ce concert à l'Olympia, en fait, a mis au jour, à défaut d'avoir créé, un objet culturel autour duquel des acteurs, des musiciens, des publics, des organisateurs pouvaient se retrouver. Voilà.
c'est ce qu'on peut considérer comme le début de la scène bretonne. C'est la première fois qu'il y a un objet culturel, en tout cas, suffisamment fort, suffisamment puissant, qui permet de rassembler autant d'acteurs différents, qui permet la création d'une scène. Alors, ça va en fait du coup créer un appel d'air qui va, je le disais tout à l'heure, permettre à de nombreux musiciens en Bretagne et ailleurs de lui emboîter le pas en fait, et de se rêver comme musicien professionnel et d'oser même y aller. Ce que la scène bretonne a de notable par rapport à d'autres scènes, c'est sa stabilité relative et sa longévité. Parce que si elle a débuté dans les années 70, elle existe toujours. Et ce qui est assez notable, en tout cas différent d'autres scènes, c'est qu'elle existe toujours sous sa forme à peu près la même qu'au début. C'est-à-dire qu'elle a toujours la même échelle, avec le même fonctionnement. Il n'y a pas eu d'éclatement en petits sous-genres, sous-scènes, comme ça peut être le cas dans le rock, dans le jazz notamment. Elle existe toujours sous sa forme à peu près originelle et fonctionne toujours à peu près de la même manière. Ce qui est relativement remarquable pour une durée aussi longue. En général, ça c'est pas toujours un peu... Alors, parallèlement donc à cette éclosion et cette légitimation par un festival de la musique bretonne, il y avait eu déjà dès les années 50 la création un peu chez les modernes par Lloyd Robart, c'est-à-dire qu'il invente, ou en tout cas il réinvente une fête intergénérationnelle centrée autour de la culture bretonne. Donc c'est pas uniquement de la musique et de la danse au début. C'est vraiment, alors déjà c'est l'après-midi, c'est-à-dire le casino de marche, ou en tout cas c'est la journée. Il y a des concours de danse, des concours de chant, de musique, il y a même des concours d'insultes, on voit tout ça. Etc. Donc l'idée de Lloyd Robart, c'est vraiment de faire une fête intergénérationnelle autour de la culture bretonne. Petit à petit, ce genre de fête va passer en soirée, va évoluer vers des balles à danser, en fait, comme il existe partout en France, mais à danser particulièrement des danses bretonnes. Alors ça va plutôt bien marcher, notamment grâce aux sacs celtiques qui ont beaucoup investi ces balles à danser. Et parce qu'il y a aussi des musiciens, des musiciens bretons qui vont réussir, en tout cas, à faire autant de danse moderne que des danses bretonnes, avec un style relativement à la mode, c'est-à-dire plutôt swing, etc. Il y a l'exemple notamment de Jiménez, qui est très, très connu, toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui a passé une partie de sa vie à Paris, et du coup qui a appris la musette à Paris, en revenant à adapter la gavotte qu'il avait toujours connue, parce qu'il avait appris la musique comme ça, à sa manière de jouer très swing, très musique. Ceci dit, dans les années 70, le musicien commence à vieillir, le public aussi, et le fest-noz est un peu quand même en perte de vitesse. Donc Alan Stivell va en fait relancer en relégitimant cette pratique de musique traditionnelle, va permettre à des musiciens plus jeunes de se réintéresser au fest-noz et à la musique à danser de Bretagne. Mais pour autant, au début, les nouveaux musiciens, c'est pas si nouveau que ça, mais les nouveaux musiciens qui commencent à être connus dans les années 80 notamment, vont plutôt s'orienter vers du concert. En ce qui concerne le fest-noz, il n'y aura pas peu de groupes vraiment professionnels sur du fest-noz. Jusqu'aux années 90, en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est les Sonaring, dont le groupe commence à être professionnel dès la fin des années 70. Mais c'est le seul groupe qui fait uniquement du fest-noz qui a des musiciens professionnels. Sinon, on voit apparaître donc des nouvelles stars de la musique bretonne qui viennent après Alan Stivell. Yann Franche-Kemener et Eric Marchand, parmi les deux, qui sont les deux plus connus et sont toujours des références aujourd'hui, autant musicales que sociales. Avec deux groupes emblématiques de la musique bretonne, Bardaz,
formé donc autour de Jan Kemener, et Guers autour de Éric Marchand. Alors, ils ont beau être vraiment connus, devenir professionnels, etc., ils s'orientent plus vers du concert, ils jouent très peu en face note, pour voir l'impression qu'ils en aient fait. En fait, le renouveau du Fesnose, peut-être, va apparaître dans les années 90, notamment avec un groupe qui s'appelle Ariawank. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le Fesnose va devenir la colonne vertébrale de la scène bretonne. Ariawank a vraiment changé la donne, ça a été un phénomène social tellement important qu'ils ont réussi à jouer de la musique uniquement de Fesnose, donc de la musique à danser des danses bretonnes, sur la grande scène des francophonies de La Rochelle. Ça a été quand même vraiment très, très important. Les gens se déplaçaient en Fesnose en concert, etc., pour les voir. Et eux, leur démarche était de faire uniquement de la musique à danser. À partir de ce moment-là, donc, ce groupe-là et par extension la scène bretonne, la scène fesnose acquiert une notoriété nouvelle. Et le milieu professionnel va se structurer de la même manière, enfin en tout cas va chercher à se structurer de la même manière que ce qu'on appelle les musiques actuelles, donc le rock, le rap, etc. C'est-à-dire sur un système pyramidal lié à l'industrie musicale de masse, donc à l'industrie du CD, avec les producteurs, diffuseurs, des labels, des organisateurs de festivals qui produisent des groupes qui vont être connus pour avoir de l'argent. Alors ce système qui a du coup fortement aidé à la professionnalisation des musiciens, puisque ça permet d'être produit, donc d'être payé pour enregistrer les disques, d'être rémunéré sur la sortie de ces disques, de faire des concerts, d'être plus connu, donc de faire plus de concerts, etc. Paradoxalement, du coup, va amener à une uniformisation un peu de l'esthétique, puisque on est là sur des logiques de marché, donc les musiciens qui vont être choisis pour être produits et diffusés sont les musiciens qui potentiellement ramèneront de l'argent. Alors, ça peut-être réduit le champ des possibilités des créations artistiques ce qui concerne la musique bretonne. Pour autant, c'est malgré tout ce fonctionnement qui lui permet d'exister et d'être resté stable et d'avoir toujours un milieu professionnel assez important et vivant en Bretagne. Donc c'est paradoxal. Alors, sur cette question de la distinction, donc, je vous parlais tout à l'heure du rock et du rap, des musiques populaires qui sont en fait des vecteurs de revendication sociale en fait, et culturelle. Et bien, la musique bretonne, qui est aussi une musique populaire, en fait, en tout cas, procède des mêmes enjeux de diffusion et va avoir cette même revendication en fait, identitaire, communautaire et fonctionnelle. En fait, on va chercher à se distinguer et à exister à côté ou à l'intérieur de l'industrie musicale, mais d'une manière différente, donc distinctive de tout ce qui peut exister à côté de l'Europe, du rap, Alors il va être l'heure du coup de la minute Bourdieu. Désolé par avance, mais on ne peut pas évoquer la distinction sans parler de Bourdieu. Alors on ne va pas dire Bourdieu, vraiment Bourdieu, mais Philippe Coulangeon qui a beaucoup étudié ces questions-là aussi et qui résume la théorie de la distinction de Pierre Bourdieu de cette manière. À côté de la propriété et de la consommation des biens matériels, les préférences esthétiques et les pratiques culturelles participent dans les sociétés modernes au rituel d'identification sociale. Voilà, donc c'est Bourdieu le premier qui considère que les préférences artistiques et les pratiques culturelles font partie du rituel d'identification sociale. Alors pour rappeler rapidement la théorie de Pierre Bourdieu sur la distinction, elle s'axe autour de deux piliers principaux, l'habitus, qui est en fait la culture imprégnée qu'on
contrôle pas, puisque ça vient de l'éducation qu'on reçoit quand on est enfant, du milieu social dans lequel on est à la naissance. Dans celui dans lequel on est aussi, c'est-à-dire du travail des parents, des fréquentations des parents, etc. Donc il est difficilement maîtrisable et contrôlable, voire quantifiable, puisque c'est de l'information. L'autre pilier très important, c'est la théorie de la légitimité culturelle. Alors, la théorie de la légitimité culturelle, c'est de dire que non seulement les pratiques culturelles sont différenciées socialement, mais elles sont aussi hiérarchisées. Et il y a une forme d'homogénie entre la position sociale et les pratiques culturelles. C'est-à-dire que les classes sociales plutôt supérieures et les élites culturelles vont avoir tendance à aller vers en tout cas à être plus proches des pratiques de la culture savante que les catégories populaires qui vont être plus proches des pratiques culturelles. Voilà. Ce qui fait donc que l'identité sociale d'un sujet tient autant à l'adhésion à des pratiques sociales et culturelles de son groupe d'appartenance qu'au rejet et au dégoût affiché, en tout cas, des préférences culturelles des autres groupes. Donc si vous faites partie d'une classe culturelle supérieure, il va vous falloir aimer l'opéra, dire que vous aimez l'opéra, aller à l'opéra et rejeter la variété. Et inversement, si vous faites partie des classes populaires, il va vous falloir aimer la variété, écouter de la variété et surtout rejeter l'opéra. Alors Philippe Coulangeon, lui, il réactualise un peu cette théorie de la légitimité culturelle avec la massification scolaire et la diversification des offres culturelles, notamment dans la mondialisation. Il propose, alors c'est une théorie qui vient un peu des États-Unis avec Peterson, mais il propose la théorie omnivore-univore, c'est-à-dire que la légitimité culturelle ne se ferait plus, la distinction culturelle ne se ferait plus sur les arts savants et les arts populaires, mais sur une forme de pyramide inversée, c'est-à-dire que les classes sociales supérieures vont aller écouter de plus en plus de genres et de choses différentes, et plus on descend dans la stratification sociale, plus on va être univore, c'est-à-dire moins on va écouter de genres musicaux différents. Donc, dans les classes sociales supérieures, pour être reconnu et faire partie de ces élites culturelles, il va falloir écouter non seulement de l'opéra, mais aussi du jazz, du rock, du rap, des musiques traditionnelles. A l'inverse, quand vous êtes dans les classes populaires, il va falloir écouter uniquement de la variété. Alors on pourra aussi revenir sur le mode de définition de ces catégories de pratiques culturelles, parce que la variété, ça regroupe tellement de styles différents que c'est assez difficile de s'y retrouver, contrairement aux classes sociales supérieures qui vont, elles, définir très précisément quel genre de jazz, quel genre de rock, quel genre de chanson ils écoutent. Et c'est donc là où on arrive sur l'éclectisme sélectif, c'est-à-dire qu'il faut écouter de tout, mais pas n'importe quoi. Le fait d'avoir un éclectisme non différencié est une des preuves principales de mauvais goût. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écouter, alors très concrètement, il faut écouter du rap, mais il ne faut pas écouter PNL, il faut écouter Orelsan. C'est beaucoup mieux. Orelsan est de bon goût, PNL est de très mauvais goût. Voilà. Si on prend l'exemple du jazz, qui a été la première des pratiques populaires, en tout cas des pratiques culturelles populaires, à être légitimée vraiment par les classes supérieures, par les élites culturelles. Vous voyez très bien la distinction, justement. C'est-à-dire que les élites culturelles vont trouver que c'est une musique virtuose, compréhensible, demandant une réflexion harmonique et une expression artistique très forte. Raison exacte pour laquelle les classes populaires vont le rejeter en bloc, puisqu'il est difficile d'accès, intellectuel, incompréhensible, et avec des valeurs, des notions de virtuosité un peu égoïstes. Donc c'est exactement les mêmes choses, mais vu des deux côtés de la pièce, sur les deux faces de la pièce. Alors, j'ai parlé du processus de légitimation. On peut dire en fait qu'il suit
alors, ce que Peterson a appelé un processus folk, pop, fine art, c'est-à-dire que c'est une forme d'esthétisation de l'écoute. Donc ces musiques populaires sont à la base communautaires, fonctionnelles, le jazz, la musique traditionnelle, sont des musiques à danser, donc c'est de la musique qui sert à faire danser les gens. Progressivement, elles vont être assimilées par l'industrie culturelle pour finalement être intégrées à la culture savante. Ce processus est par ailleurs temporel, voire générationnel, c'est-à-dire que par exemple le jazz a pu être en même temps pour une certaine génération un vecteur et un marqueur identitaire de la culture populaire, et en même temps pour la génération suivante un marqueur et un vecteur de la culture savante. Alors on peut citer aussi plus proche de nous, dans l'exemple de la chanson française, notamment des textes de Ferré, Brassens, Barbara, qui étaient de la chanson populaire à l'époque où elles sont sorties, qui sont maintenant étudiées, notamment à l'école, au même titre que les poèmes de Maupassant, Mallarmé. En fait, ce processus-là, Grignon et Passeron appellent ça un droit de puissage culturel, c'est-à-dire que les classes culturelles supérieures vont choisir dans la masse de pratiques populaires qui existent, lesquelles ont le droit de citer dans la culture savante et lesquelles n'ont pas le droit. C'est exactement l'exemple que je prenais avec BNL et Orelsan. Toi, Orelsan, et BNL. Si on revient à la musique bretonne, qui est un peu le sujet central, il me semble que ce processus de folk pop fine arts est en cours. C'est-à-dire qu'on assiste depuis quelques années maintenant à une esthétisation très forte de l'écoute, en même temps qu'il y a une assimilation par l'industrie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de CD qui sont produits, en dehors des facteurs économiques actuels. Il y a beaucoup de CD qui sont produits. À l'intérieur de ces CD, on trouve alors, de moins en moins de suites de danse complètes. On trouve aussi des chansons, donc des mélodies à écouter qui ne sont pas avancées. Et donc tout ça en fait est dirigé par le fait qu'on écoute le CD dans son canapé, dans son salon. On déconnecte la pratique de cette musique de sa fonctionnalité, de son lien communautaire, enfin de son attachement communautaire en tout cas, et de sa revendication identitaire. Et on aperçoit en même temps l'apparition d'une forme d'intégration dans la culture savante, c'est-à-dire qu'il est maintenant de bon goût d'écouter certaines formes de musique traditionnelle, à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle les musiques du monde. À l'échelle plus régionale, il y a certaines formes, certains CD de musique bretonne que vous trouverez qui font partie de la culture à avoir, à acquérir, si vous voulez rentrer dans les culture savante et culture. Alors pour Philippe Coulangeon, on mesure cet effet de légitimation dans le nombre, dans la visibilité médiatique, c'est-à-dire dans le nombre d'émissions qui lui sont consacrées, particulièrement sur France Culture, France Musique, ou à la télé, etc. Donc vous avez de plus en plus d'émissions qui traitent de la musique du monde sur ces chaînes de radio, sur FIP aussi, etc. Depuis à peu près une dizaine d'années. Alors, je l'ai mis en italique, parce qu'on pourrait aussi évoquer le rôle de contrôle que permettent ces émissions, c'est-à-dire que ça permet d'utiliser le pouvoir symbolique de production de ces émissions pour montrer qu'on peut faire et défaire la légitimité de ces musiques-là. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, très récemment à l'Eurovision, on a une chanson bretonne qui apparaît. En tout cas, une chanson en breton, qui du coup apparaît dans une émission considérée par la plupart des Français comme étant plutôt ringarde et désuète. Mais ça permet de mettre en avant la langue bretonne, la culture bretonne, la défaut, etc., tout en la maintenant sous le pouvoir symbolique des médias de masse, qui gardent en disant oui, ok, on parle de goût, mais
à l'origine. Ouais. Alors, donc cette évolution, cette apparition, cette intégration dans la culture savante crée en fait carrément un peu une fracture sociale entre les milieux professionnels de la scène bretonne qui vont se rapprocher, s'intégrer très fortement des milieux nationaux de la musique du monde, voire internationaux même. Et de l'autre côté, une autre partie de cette scène bretonne qui souhaite toujours conserver cette pratique communautaire, fonctionnelle, identitaire de la musique bretonne. Ce qui amène en fait à une disparition progressive de la classe moyenne. Vous avez l'élite culturelle de la musique bretonne qui va accéder à des concerts partout dans le monde, et les musiciens amateurs qui veulent vraiment cette pratique communautaire, qui vont rester très confidentiels, en tout cas à l'échelle très régionale, voire départementale. On peut... Alors, une fracture sociale des deux groupes crée aussi une fracture identitaire, parce que du coup, ça crée une hiérarchisation des goûts, des préférences artistiques. C'est-à-dire que vous avez certains groupes qui sont valables, qui sont de bon goût, qu'il faut écouter dans la musique bretonne, et d'autres qui sont de mauvais goût, qu'il ne faut pas écouter. Enfin, en tout cas, il faut écouter, mais qu'il ne faut pas aimer. En tout cas, pas en public. Donc cette fracture sociale, je le disais, c'est l'exemple de l'apparition des fest nostrades depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire une forme de fest-noz où il y a uniquement des sonneurs, des chanteurs, principalement, qui jouent préférentiellement au milieu des danseurs dans une orange avec la carte, parce que c'est le plus vrai. Voilà, mais même à l'intérieur de ces fest nostrades, il faut le faire avec certains musiciens, d'une certaine manière, en déployant la soirée d'une certaine manière, etc. Donc même dans les fest nostrades, vous avez des bons fest nostrades et des mauvais fest nostrades. Ils sont indépendants de la réussite de la soirée, et du plaisir que les gens vont avoir ou pas à danser dans ces musiques. Donc on voit bien en fait l'apparition d'une culture savante à l'intérieur même, une hiérarchisation entre la culture et une culture savante à l'intérieur même de la scène bretonne. Alors, il paraît important maintenant de définir, ou en tout cas de parler de la notion des carrières professionnelles. C'est Howard Becker qui en parle notamment dans Outsiders. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. C'est un sociologue qui a beaucoup étudié notamment la déviance. Il considère, donc il a fait une étude sur les musiciens de jazz de Chicago, qu'il considère comme un groupe déviant dans le sens où leur mode de vie revendiqué est en dehors des normes socialement et culturellement acceptées par la majorité de la population. Il décrit donc cette carrière comme étant en fait une suite de parrainage et d'enchaînement, c'est-à-dire de connaissances et de réseaux de capital humain, en fait, de réseaux humains. Le soir, il y a tango, le samedi, il y a danse bretonne, le dimanche après, il y a balapapa, et ça peut rouler, plein de pratiques de danse comme ça. Et les gens qui se sont dit, bah tiens, moi je vais toujours au fest-noz et je danse que le breton, et bah demain il y a un Malfol où on va danser la danse auvergnate et du Limousin, et bah tiens, je vais y aller. Et justement, on va essayer de décloisonner un peu ces pratiques de danse sur le territoire, et que les gens, petit à petit, vont prendre, ou pas apprendre, les pratiques. Donc le lieu, il a été inauguré en février 2020. Voilà, c'était super. Et puis on a fait un an en mars, donc l'expérimentation elle est courte. Mais on a quand même exploré plein de choses pendant ce Covid. Au final, c'était assez. Moi j'ai passé un Covid, j'ai réussi à faire plein de trucs, expérimenter plein de trucs que jamais on aurait pu faire si il n'y avait pas eu de Covid. Mais au final, il y a moyen aussi de construire une porosité des publics, et c'est l'enjeu
pense, de ces musiques populaires, c'est à quel public on parle et comment est-ce qu'on arrive à faire que ces publics se rencontrent. Quand Mark Feldman arrive à la tête de l'Orchestre national de Bretagne, il prend une chose toute simple qui est de dire qu'est-ce qui s'est le mieux vendu en termes de disques faits par l'orchestre. C'était la symphonie de Didier Skiban, qui est un pianiste breton. Voilà. Il se dit, bah tiens, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un public qui vient voir autant l'orchestre symphonique, où on est habitué à les entendre jouer les symphonies de Haydn ou Mahler, mais ils vont aussi venir voir Didier Skiban. Et bah tiens, si on fait rencontrer ces publics-là, et moi c'est marrant parce que j'allais à l'opéra et j'allais aussi au Festos, et j'ai des souvenirs de concerts à l'Opéra de Rennes, de gens qui n'auraient jamais foutu les pieds à l'opéra parce que c'était un artiste de ouf en musique bretonne ou en musique touareg, ou voilà, mais en tout cas un artiste de ces diasporas qui venait jouer avec un orchestre symphonique, et il y avait une rencontre, peut-être un rééquilibre culturel en tout cas, qui se passait dans ces formats. Oui, du coup, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit. Tu disais que tu faisais les créations pour la TNB, en même temps que la programmation du Parc. Donc, je voulais juste voir savoir comment tu arrivais à articuler les deux. Est-ce qu'il y a possibilité de comment tu articules les deux? Comment j'articule les deux sur quel plan? Et bien, comment tu arrives à investir le Parc Étoile avec les créations du TND ou pas, ou inversement, comment ça se passe? Non, bah après, voilà, dans ma pratique au niveau du. Moi, je sépare dans ma pratique deux choses, et j'essaie de mettre les frontières à un endroit qui est ma pratique d'acteur culturel, de ce que je porte comme valeur et envie sur mon territoire. Et là, avec 2 ans de Covid, j'ai eu le temps aussi d'investir au local, parce que j'ai des musiciens qui m'emmènent un peu partout en Europe, donc j'ai pas forcément le temps d'investir au local le territoire. Donc là, ça m'a permis de développer ces choses-là. Ce que je fais au TNB, je le fais vraiment sur une casquette beaucoup plus artistique. Et alors, il peut avoir une porosité à des moments parce qu'il y a des lieux de répétition qui sont communs et tout ça. Après, sur la ligne esthétique du parquet, qui est vraiment une ligne très musique cadencée, un équipement de territoire qui est à l'échelle de la métropole par rapport à ce que je menais au TNB, où c'est des projets de dimension plus nationale et tout ça. Après, ça se croise, moi, dans ma construction personnelle, mais dans la construction des projets en soi, c'est pas forcément hyper tôt. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une porosité au niveau des publics, en tout cas, au moins des lieux même qui sont de représentation, de prestation, et puis du coup des publics qui viennent au poste, par l'opéra, des festivals, etc. Est-ce qu'il y a cette porosité, ou est-ce que les créations sont. La ligne esthétique, le fait que ce soit construit par le TND fait que du coup c'est le public du TND qui vient, et pas forcément le public du Parc Étoile qui pourrait être intéressé par cette esthétique par ailleurs, qui n'est pas forcément de la musique avancée, mais qui. Si, moi dans les créations que je mène au TNB, on arrive à toucher un public qui ne met pas les pieds au théâtre. Et je pense qu'il y a une volonté aussi d'un théâtre national de se dire on est sur un territoire, comment est-ce qu'on fait rayonner la culture traditionnelle de ce territoire à l'endroit de la ligne esthétique qu'eux portent dans une scène nationale, qui est une scène de théâtre et de danse. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en mots ces notions de culture populaire, de vivre ensemble, sous ce chapeau musique traditionnelle, il y a un certain nombre de valeurs que je porte et que je défends, et du coup c'est peut-être là où il doit y avoir quelque chose de commun, c'est-à-dire que les valeurs que je vais porter dans mes créations artistiques vont se retrouver au TNB et vont aussi se retrouver au parquet, et effectivement il y a des publics qui vont être sensibles à ces éléments-là et qui vont suivre. Après, les gens suivent aussi le travail qu'on porte à titre individuel, donc qu'il soit porté sur une scène de théâtre ou qu'il soit porté sur une scène de danse. Les gens, effectivement, peuvent suivre les formats, mais c'est encore une fois, comment est-ce qu'on amène le public à venir, à suivre, tout ça,
Ça, c'est l'enjeu aussi de la professionnalisation de la scène bretonne. C'est aussi, je citerai Roland Becker, grand musicien qui nous avait dit en cours, il y a des années de ça, la musique bretonne n'a pas besoin de professionnels. Parce qu'effectivement, moi je joue de la bombarde, des gens en bagade qui jouent mieux de la bombarde que moi, il y en a beaucoup. Après, qu'est-ce qu'ils en font, eux, dans leur démarche artistiquement, comment ils se questionnent et tout ça, c'est à l'endroit de la professionnalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a à dire avec ça. On a le temps de réfléchir à un propos artistique et d'emmener les choses un peu sur d'autres voies. Quand Fleuve emmène sur des voies électro, quand Jan Franschkemener rencontrait Stradivaria et travaillait sur la musique baroque et le lien entre la musique renaissance, musique baroque et les musiques traditionnelles, c'est passionnant. Quand Eric Marchand a pu partir dans les pays de l'Est, rencontrer des tarafs et monter des créations avec des tarafs, ça c'est pas possible à l'endroit des pratiques amateurs et des pratiques populaires. La professionnalisation permet cet échelon de plus peut-être de prendre, de croiser, de rencontrer quand à Langonette on croisait la barrière, grande contrebassiste de jazz, bah, c'est une rencontre aussi, c'est une rencontre humaine qui fait que bah, les choses se croisent et tout ça, et effectivement au centre de ça il y a la rencontre qu'on fait avec les gens, et moi mon parcours il en est là aujourd'hui parce que j'ai rencontré des gens, et des gens m'ont rencontré aussi, ça va dans les deux sens, c'est jamais, effectivement il y a des notions de cercle qui peuvent parfois se croiser un petit peu, mais il faut toujours penser que dans l'autre sens, les choses sont possibles aussi. Pardon, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez pas beaucoup de projets avec le TNB. Est-ce que vous pouvez vite fait présenter un des derniers projets que vous avez fait avec le TNB pour comprendre un peu Là, je travaille sur un projet j'ai 3 projets en cours avec eux. J'ai un projet du coup en hommage à Jan Franschkemener, où justement on est venu un peu raconter sa vie, le mettre en mots et raconter son parcours. C'est décédé il y a 3 ans. Bref, voilà, donc avec tous les musiciens qui ont jalonné son parcours, hein, mais des musiciens qui ne se connaissaient pas forcément, qui ne voulaient pas forcément jouer ensemble, et surtout à coordonner tous ces grands noms de la musique bretonne. Moi, du coup, j'avais même pas 30 ans quand j'ai fait ça, donc c'était un peu compliqué, mais passionnant. J'ai un projet qui s'appelle le Roison Marching Band, qui est un projet autour des marching bands américains, c'est de la culture voguing, qui est née en fait dans les quartiers noirs de Harlem aux États-Unis, et qui a un peu créé une scène queer, transgenre aux États-Unis, qui a un peu dérivé ça. Et il y a un artiste en fait, qui a pris ce format-là, qui l'a ramené à Paris, donc Paris Marching Band, et quand ils sont arrivés en Bretagne, ils m'ont sollicité à l'endroit de la culture bretonne pour retrouver ces grandes fanfares américaines, les retrouver sous les formes de bagades, au niveau des cercles celtiques de la danse, et comment est-ce qu'on pouvait détourner cette danse bretonne, la faire rencontrer avec le voguing, et au niveau des corps, comment est-ce que ça pouvait marcher, au niveau des fanfares, comment est-ce qu'on pouvait aussi amener cette notion de culture hyper, de prendre du Beyoncé, d'en faire de la musique bretonne, et ça marche hyper bien. Mais voilà, il faut juste ouvrir les écoutilles et se poser ça sur une table. Et donc ça, c'est une créa qu'on sort pour les tournées de la nuit fin juillet. Et autrement, j'ai 2 ans de création là, sur 22, 23, 23, 24, sur la notion de collectage sur des territoires à Rennes, Marseille et Strasbourg, sur en quoi c'est ce que je raconte au début en fait. Cette notion de territoire, qu'est-ce qu'il y a sur notre territoire, comment les musiciens se rencontrent, où se rencontrent pas, qu'est-ce qu'ils ont à raconter de leur vie, la notion de migration, tout ça. Et en quoi, moi, en tant qu'artiste populaire en Europe, ça vient un peu se croiser dans le bassin méditerranéen, sur des villes frontalières européennes et tout ça, et qu'est-ce qu'on raconte de ça, et de travailler après avec un auteur pour mettre ça en scène. Et ça se fait du côté TNB ou pas tout le temps vous avez... Ça dépend, mais c'est principalement TNB comme ça. Et du coup, je voulais revenir sur cette notion des commandes un peu institutionnelles, du coup, et notamment qui émane un peu d'une volonté politique aussi de développer
développer ça, enfin, de financer et de développer ça quoi. Du coup, comment tu vois ou comment tu as vu l'évolution de ces commandes publiques un peu, ou par rapport à la musique bretonne, quoi. Parce qu'il n'y avait pas forcément du tout leur place dans les années 90-2000, qui arrive. Ça reste extrêmement compliqué. Je pense que je suis un peu tout seul. Il y a la mission oui, je le fais, mais parce que, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré des personnes que cette démarche-là intéressait. Et ce croisement-là, ça aurait été une autre personne au même endroit, ça ne se faisait pas. Donc, pour moi, c'est un peu à la marge, cette histoire-là. Est-ce que du coup, c'est une question de rencontre personnelle, ou est-ce que ce serait en même temps une forme de reconnaissance de l'esthétique et de la démarche, quoi? C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. L'esthétique des musiques traditionnelles a un souci, et qui est sa grande force et son souci, c'est que 90% des formes dont on parle, c'est des formes de musique à danser. Donc ça fonctionne avec un public, je mets des grands guillemets à ça, mais de spécialistes. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la salle, elle connaît le pas de danse. Et que si elle ne connaît pas le pas de danse, elle n'est pas dans le cercle, donc elle n'est pas dans les dispositifs, donc ça passe à côté. Donc à exporter comme musique, c'est ultra compliqué parce que vous l'exportez dans un format qui est un format de musique à danser. Et du coup, si on veut sortir de ça et passer sur un format de musique actuelle, qui va être un format toujours à danser, il y a plein de groupes de musique actuelle, on voit, on veut danser, et voilà, mais où on est sur une forme individuelle de la danse, et ben ce format-là, dans l'écriture entre la base, le matériau brut de la musique bretonne, lui faire rencontrer une musique actuelle pour faire un truc où c'est dance floor, mais c'est pas on se prend par la main et on danse ensemble, et ça c'est un exercice hyper dur. À deux titres, c'est que le dispositif de musique à danser il est tellement puissant, tellement fort, que c'est hyper con de passer à côté, et que dans les SMAC notamment, il y a un poids justement d'un public qui ne va pas forcément venir voir ces formats-là, et du coup c'est un peu compliqué. Par rapport à l'institution, moi je pense que quelle que soit la volonté politique d'une politique publique sur ces enjeux-là de musique traditionnelle, tant qu'elle n'est pas portée par des directeurs et directrices de lieux qui portent ça eux individuellement à l'endroit de leur territoire et leur volonté, que ce soit sur une politique locale, de communauté de communes, machin lié avec un centre culturel qui a envie de développer un aspect linguistique, un aspect primaire, tout ça. S'il n'y a pas ces personnes-là qui incarnent ça, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas dans des réseaux de diffusion. Je ne suis juste pas d'accord avec toi sur un truc. Il faut bien voir qu'au niveau de la diffusion des musiques traditionnelles sur les médias, dans les radios, c'est Françoise Dastreville, je crois, qui est à Radio France, qui disait ça à Paris en conf le jour, qui disait elle se retrouve toute seule aujourd'hui à Radio France à avoir son émission au Coran Couleur Rouge. Mais il n'y a plus que son émission. Ils étaient une dizaine il y a 20 ans, quoi. Et en fait, toute cette notion des musiques du monde qui a explosé avec on a découvert la beauté de l'Afrique. C'est beau. C'est une nouvelle du Torah et un truc. Ben non, mais en fait, ça, il y a un truc qui est un peu passé, un peu fadasse. Et du coup, il n'y a plus cet ancrage-là dans les sols culturels et tout. Donc, il y a deux grands cercles. Il y a le cercle des théâtres et des scènes subventionnées, conventionnées, scènes nationales, où il y a une présence des musiques traditionnelles par des musiciens d'élite, et ça je suis très d'accord, des Carabeg, des Ndias, des fleuves qui vont avoir accès à ces choses-là. Et puis il y a tout ce deuxième cercle, ce maillage territorial de centres culturels, de communautés de communes, de choses comme ça, où c'est inexistant parce que les directeurs de salle ils doivent savoir programmer de la marionnette, programmer du théâtre, programmer de la musique, programmer du jeune public, machin, ils sont tout seuls, souvent ils sont à la responsabilité de la com de leur truc, et ils sont dans le jus complet, et ils ne savent pas programmer ça. Et en fait, il y a un problème des programmateurs aussi sur ces lieux-là, où il y a un problème de fréquentation. En plus, quand je discute avec des programmateurs de centres culturels, ils me disent « Mais Clément, on veut bien faire, sauf qu'on se prend des fours en billetterie, parce qu'on ne sait pas travailler ce public-là. » Et en fait, du coup, c'est tout cet enjeu-là que si on ne met pas les mains dans le cambouis et qu'on ne le comprend pas, il est ultra complexe en fait. Est-ce
que cette question des émissions de radio, là, elle est. Pardon. Est-ce que vraiment ça n'existe plus ou est-ce que ces musiques-là ont été intégrées à un autre truc comme on entend quand même? Enfin, je veux dire, Christelle, par exemple, a été artiste en résidence à France Inter il y a 2 ou 3 ans, pendant un mois. C'est comme ça. Donc il n'y a pas d'émissions, ou en tout cas de présentateurs, de producteurs qui font plus uniquement que ça. Par contre, ces musiques-là sont présentes quand même de plus en plus en fait, dans les autres émissions générales de la musique. Ouais. Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas répondre, mais moi, tous les endroits, là pour le coup c'est subjectif, je ne peux pas répondre, mais par contre, moi, tous les gens qui m'ont causé de ça et de ce vécu-là, de ce qui se passait il y a une vingtaine d'années à la radio, se délite parce qu'il y a aussi des musiques du monde, parce qu'à ce moment-là on parle de musique du monde, fait un peu moins vendre aussi, quoi. On a pu des Youssou N'Dour ou des Steven, pour le coup, des gens chez nous, enfin, voilà, qui vendaient énormément. Et parce que c'est lié aussi à l'écoulement de l'économie du disque, hein, c'est que les musiques trad, et à mon avis ça va revenir, mais n'ont pas du tout pris, tournant, enfin moi en tout cas je n'avais pas du tout pris, c'est cet enjeu des musiques numériques. Moi quand je me suis retrouvé en programmation avec des collègues qui me disent bah oui mais il fait combien de vues sur Spotify, et aller découvrir ces trucs-là, enfin voilà, il y a une on a un peu mis ça de côté parce que nous on fait la musique vraie, acoustique, machin, et on a un peu mis toute cette notion de développement de l'artiste sur les plateformes numériques de côté, et en fait on est inexistant à cet endroit-là. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que vous étiez compliqué parce que c'était des musiques à danser, justement par rapport au concert qu'on va organiser demain, moi je savais que j'étais un peu inquiète parce qu'on ne sait pas danser de danse bretonne, et qu'on me disait on nous donne un concert où c'était danse, enfin on programme un concert où c'était danse à danser, c'est dit mais si nous on ne sait pas danser, enfin moi en tout cas je ne me sentais pas légitime, enfin je dis comment on aborde la chose justement par rapport aux danses, et est-ce qu'on met que des places assises, est-ce qu'on laisse places assises et places pour je ne sais pas qui va venir exactement, mais donc je trouvais ça intéressant, et en effet j'ai vécu à Rennes, je suis jamais allée en Fest-Noz, voilà, mais du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que j'aurais peur de danser sans danser les vrais pas de la danse bretonne qui va avec cette musique-là. Déjà, il y a cette notion de légitimité, ne pas se poser comme question. Et à un moment donné, il y a de la musique, il y a de la musique. Oui, c'est vrai, mais il y a un truc de... Après, là on arrive sur des formats où c'est pas évident, c'est à s'accorder aussi avec les musiciens qui viennent jouer à cette soirée-là, de discuter de ça avec eux. Eux, ils connaissent leur endroit. Il y a des musiciens trad qui vont penser une forme de concert, c'est possible. Il y a toute une scène concert où, du coup, c'est un public assis. Il y a tout un répertoire de mélodies, complaintes, tout ça. Après, c'est mettre aussi des fois en difficulté des musiciens à danser. J'ai vu l'autre jour un concert où des musiciens à danser étaient devant 90 personnes, là, devant Barouf. Les gens étaient assis, mais ils ont fait leur musique à danser, mais ils ne savaient même pas comment présenter leur musique. Puisque c'est des musiques à danser à part dire et 2 par 2 pour la maraîchère. À part dire ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça vient de dire? Et en fait, on se retrouve confronté à tout ce mouvement-là des scènes de musique actuelle qui, en plus d'avoir travaillé la zik, on travaille la mise en scène, on travaille les intermèdes de tchatcha avec le public, de monter machin. Le plan feu, il est ultra bossé. Et tout ça, c'est construit dans un show, on prend les gens à un endroit, on les emmène, et tac, et ça explose. Nous, on est tellement dans un dispositif où il ne faut pas oublier un truc, c'est que les musiciens à danser, la moitié du temps, les gens, si on est un cercle, imaginez que mon empreinte digitale est la tête de la personne. Elle danse devant, elle fait le tour, elle tourne le dos de là à là, elle tourne le dos au musicien. Dans quel concert vous allez voir où la moitié du public tourne le dos la moitié du temps au musicien? En fait, il faut juste capter ça, c'est cet équilibre-là de rapport musique et danse, il est un et entier. La starisation de la personne, on va voir le musicien qu'on va regarder droit dans les yeux tout le long comme ça, dans les musiques trad, il ne sait pas trop à cet endroit.
Et donc là, je dérive un peu de ta question, mais sur une soirée comme demain soir, un endroit, c'est aux musiciens de dire, ben voilà, au niveau de la config de la salle, en discussion avec vous, de dire est-ce que vous pouvez faire de la jeu de mi, est-ce que vous pouvez faire de la jeu assis, de comment est-ce que eux, ils vous présentent aussi ça dans la communication dans leur réseau. Ils ont une connaissance et un savoir-faire de qui est-ce qu'ils peuvent toucher à cet endroit-là, de qu'est-ce qu'il y a en face le même jour, et machin, hein, il y a tous ces enjeux-là, quoi, de fréquentation. En tout cas, il ne faut pas se sentir, si vous allez à un concert de musique bretonne, il faut danser, voilà, parce que j'entends, vous y allez, ce sera très très bien. Et surtout, la personne qui vous dit que vous ne savez pas danser, souvent, elle ne sait pas beaucoup mieux danser que vous. Il est 14, mais c'est intéressant de. Il y a plein d'échanges. On peut discuter toute la nuit, on l'a déjà fait. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. En tout cas, aussi à Clément d'avoir apporté votre point de vue artistique aussi sur toutes ces questions-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.